qui fait changer la langue française? Si le français est à nous, c'est nous qui la faisons changer. Et nous, qui sommes-nous? Nous sommes tous les locuteurs. Donc, se poser la question que je vais vous poser aujourd'hui de l'intervention de l'État dans la langue, immédiatement, on entend des gens qui s'insurgent, comment l'État veut se mêler de la langue, pourquoi, etc. Alors en fait, c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps. François Ier, en 1539, vous connaissez tous l'édit de Villers-Cotterêts, qui simplement impose contre le latin la langue françoise maternelle pour la rédaction des arrêts de justice. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un argument au moment dans cet édit. Il dit qu'il faut que les 10 arrêts soient clairs et compréhensibles. Et c'est une volonté très intéressante qui conduit finalement la politique de l'État dans la langue, qui justifie encore pendant très longtemps l'intervention de l'État dans la langue, puisque si l'État intervient aujourd'hui dans la langue française, c'est au nom de la loi Toubon, qui avait un prédécesseur avec les lois Valls-Loriol, mais en gros, c'est la loi Toubon à partir de 1994, qui dit quoi? Qui dit qu'il y a un droit à la langue française. Ce n'est pas une obligation uniquement, c'est un droit pour les citoyens, un droit de recevoir l'information en langue française pour que justement ça soit clair et compréhensible. Et on retrouve la même volonté que celle de François Ier. Je trouve que c'est très très intéressant. Alors, recevoir l'information, être soigné, recevoir un enseignement, tout ça en langue française. Alors, et cette obligation d'utiliser la langue française, elle ne peut pas concerner tous les citoyens. Au nom de quoi? Au nom évidemment de la liberté d'expression. Chacun est libre de s'exprimer comme il l'entend. En revanche, l'administration est tenue de s'exprimer en français quand elle s'adresse aux usagers. Alors, pourquoi on a créé un dispositif d'enrichissement et pourquoi c'est l'État qui s'en occupe, sans faire tout lui-même? C'est justement parce que si l'administration doit s'exprimer en français, elle doit pouvoir nommer, elle doit pouvoir faire autrement que prendre les anglicismes qui envahissent sans arrêt la langue française depuis de nombreuses années, parce que c'est en anglais majoritairement, que l'on crée des innovations technologiques. Donc, un concept, une innovation sont souvent nommés en anglais. Et tant qu'il n'y a pas d'équivalent français, l'administration ne peut pas obéir d'une certaine manière à la loi Toubon. Donc l'État s'est préoccupé de mettre en place depuis de très nombreuses années, depuis les années 70 exactement, un dispositif d'enrichissement de la langue française qui traite tous les domaines de l'innovation. Je vous montre ici les domaines d'expertise de ce dispositif aujourd'hui, qui regroupe en fait les 19 groupes d'experts qui travaillent dans 14 ministères et qui font des propositions de termes et de définitions à la commission d'enrichissement de la langue française. Alors, dans ce dispositif, vous avez tout le parcours d'un terme entre le groupe d'experts tout à fait en bas et le journal officiel tout à fait en haut. Tout ce vocabulaire qui est mis à la disposition de tous par l'État est élaboré. Alors, c'est là où c'est très intéressant. D'abord par des experts, ce n'est pas l'État, ce sont des experts qui travaillent, qui se réunissent à peu près une fois par mois sous l'égide de hauts fonctionnaires à la terminologie et la langue française dans les ministères, avec des consultations systématiques de nos partenaires québécois, de l'AFNOR, de la direction de la traduction de la Commission européenne. Il y a vraiment un large panel de partenaires qui sont concernés. Et cette définition et proposition arrivent à la Commission d'enrichissement de la langue française, qui est donc nommée par le ministre de la Culture et les autres ministres. Le président de cette commission est un académicien, actuellement c'est Frédéric Vitou, qui réexamine
de façon complètement nouvelle, avec un œil neuf, en se mettant à la place du grand public, les termes et les définitions qui sont proposés par les experts. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cette commission ne vote jamais. Elle considère que si nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord entre nous, nous ne persuaderons jamais les locuteurs de reprendre un terme. Et ça donne des débats extrêmement intéressants. Il n'y a pas de rapport de force, on s'écoute, on est très courtois. C'est aussi des débats très enflammés. Et on finit donc par... On recherche le consensus. Et au passage, l'Académie française, qui est un partenaire très important de ce dispositif, reçoit les propositions de la commission d'enrichissement. Elle les valide ou non, mais si elle ne les valide pas, elle pose des questions et tout le monde recommence à discuter, toujours de façon aussi courtoise. Il n'y a pas de censure, si vous voulez. Les arguments sont souvent très intéressants. Ils portent sur la morphologie des termes. Et une fois que tout le monde est d'accord, on envoie au ministre concerné qui donne encore son avis, puis ça paraît au journal officiel. Une fois que ça paraît au journal officiel, la mission du développement et de l'enrichissement de la langue fait paraître ces termes dans la base France Termes. Et cette base de données est absolument accessible à tous, elle est sur Internet. Vous pouvez la mettre tout de suite dans votre téléphone portable et vous pouvez même nous faire des propositions par l'intermédiaire de la boîte à idées. Vous pouvez proposer un terme. Chaque année, nous publions à peu près 200 à 300 termes à l'issue de ces travaux. Sur ces 200 à 300 termes, il y en a au moins 30 qui sont des propositions des internautes. Donc, sentez-vous concerné. Vous voyez passer un anglicisme qui apparaît. Vous vous dites, ça c'est pour la commission d'enrichissement. Vous le mettez dans la boîte à idées. Il est immédiatement envoyé à un des groupes d'experts, sauf si on vous répond que, comme jersey, parking ou d'autres termes qui sont finalement des emprunts lexicalisés, installés dans la langue française, nous ne le traitons pas. Et nous ne traitons pas non plus toute la traduction des termes anglais. Nous traitons vraiment les termes qui n'ont pas encore de traduction du tout dans la langue française. Alors en même temps, il faut qu'il y ait quand même un début d'usage. C'est très rare de pouvoir imposer un mot. Voilà, comment est-ce qu'on enrichit la langue? On ne peut pas décréter dans son coin, tiens, on va créer un mot. Alors de temps en temps, on le fait. C'est un coup de poker. Il y a eu récemment, pour fake news, une innovation, enfin une initiative qui a été vraiment heureuse de la Commission. On a eu un petit peu de mal à persuader l'Académie française de valider le terme, mais on a forgé un Fox, et ça, j'ai vu le terme sortir du groupe d'experts du ministère de la Culture. On l'a un petit peu suggéré à Elisabeth Quint à l'émission 28 minutes. Elle a adoré, elle l'a beaucoup utilisé, et puis ça a commencé à se répandre. Le temps de faire toutes les validations, le terme a un petit peu circulé. Et le jour où il est paru au journal officiel, alors, extraordinaire, personnellement, je ne m'explique pas ça, mais il y a quelques prescripteurs qui ont un rôle incroyable sur Internet, visiblement, parce qu'en une demi-journée, le terme était partout. Il était un Fox, ça a plu, c'est rapide, c'est incisif, ça marche bien, c'est clair aussi, on comprend que c'est information et intoxication, intox, comme on disait en mai 68. Voilà, le terme a pris très très vite. Alors on a des succès, on a aussi des flops. C'est assez difficile finalement, je pense que Maria nous expliquera beaucoup mieux comment les termes prennent. Alors, ce qui est important, c'est de... Par exemple, je vous donne un terme qui a bien marché, alerte professionnelle pour whistleblowing. Alors peut-être que dans whistleblowing, c'est tellement difficile à prononcer, d'ailleurs je le prononce très très mal, qu'on a besoin d'un terme français. Audition pour casting, je pense que c'est un terme qui a très bien pris. Commerce équitable pour fair trade, vous voyez bien que on dit quand même rarement aujourd'hui fair trade. Comptant pour cash, il me semble qu'on dit plutôt comptant. Covoiturage pour carpooling, on entend vraiment beaucoup covoiturage. On parle beaucoup de décrocheurs et de décrochage, plus du tout de dropping out.
Et on dit évidemment géonavigateur au lieu de GPS en anglais. Il y a quand même aussi de temps en temps des échecs. Et là, c'est certainement parce qu'on ne se dépêche pas assez. On a fait un flop complet pour MOOC, le Massive Online Course, Massive Open Online Course, alors que c'est un sigle, enfin c'est un acronyme, hein, puisqu'on le prononce MOOC. On aurait pu imposer CLOM, c'est un sigle pour un autre, c'est vraiment la même chose. Ce qu'on voit, c'est que MOOC est vraiment entré dans les dictionnaires sous forme de substantif. On lui met même un S au pluriel. Et en revanche, on voit toujours que quand on emploie MOOC, entre parenthèses, on met cours en ligne, parce que ce n'est pas compréhensible. C'est finalement... on revient toujours à cette idée que les choses doivent être compréhensibles. C'est un enjeu démocratique de nommer et que tout le monde soit d'accord sur le sens des mots. Voilà, c'est pour ça que ce dispositif est passionnant. La langue, le français est à nous. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à consulter France Terme, à nous donner votre avis, à faire des propositions sur la boîte à idées et à nous donner votre avis. Je vous donne encore quelques exemples de termes. Subprime. Subprime, c'est assez abscon, hein. On l'a beaucoup employé, mais prêt à haut risque, c'est beaucoup plus clair. Il y a cette volonté. Ce que fait la commission d'enrichissement, elle ne fait pas que traduire et donner un équivalent, elle donne aussi des définitions. Vous entendez beaucoup parler de Darknet. Darknet, en fait, on a fait 2 termes et 2 définitions, parce que derrière ce mot un petit peu fourre-tout et pas très clair, il y a 2 notions très différentes. Il y a la toile profonde, celle à laquelle on accède uniquement par des mots de passe et des autorisations. Et puis, il y a l'Internet clandestin, sur lequel on fait tout à fait autre chose et de répréhensible. Donc, le Darknet, en fait, c'est 2 choses différentes. Vous avez aussi beaucoup entendu hotspot pendant la crise migratoire. Et hotspot, on était très gênés parce que ça ne voulait rien dire. Alors ça arrangeait tout le monde, je pense. Mais hotspot, on l'a traduit par zone d'urgence migratoire, zone, et puis point d'enregistrement. Donc on avait besoin de deux notions. Voilà. Je suis à vous après pour les questions. Merci. Hop. Ah. Je vais rallumer juste mon ordi, mais peut-être que je vais pouvoir me contenter du retour. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Alors moi je vais, donc c'est très bien parce que nos 2 conférences vont se répondre. Je vais moins parler de vocabulaire et de création lexicale et davantage parler finalement de tous les mots de mon titre. Parce que quand on dit qui fait changer la langue française, il y a qui, on peut répondre assez rapidement, vous l'avez fait, donc nous, donc une fois qu'on a dit ça, finalement on n'est pas tellement plus avancé. Mais qu'est-ce que ça veut dire changer ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'une langue change? Qu'est-ce que ça veut dire une langue? Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Donc c'est vraiment définir et essayer de comprendre ensemble. Comme je ne connais pas le public, je ne sais pas ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Et donc peut-être des fois je vais passer trop longtemps sur certains exemples et parfois aller trop vite. D'où la partie question à la fin. N'hésitez pas, si je suis passée trop vite sur certaines choses, je pourrais y revenir. Donc, je vais parler de différentes notions clés qui permettent d'aborder en fait le titre autrement. D'abord, qu'est-ce que c'est que la langue française? Donc, commençons un petit peu par les bases. Mettons-nous d'accord. Quand on dit comment une langue change,
Qu'est-ce qu'on entend par langue? La question n'est pas du tout triviale, elle est même très, très compliquée. Donc on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un ensemble hétérogène. Donc quand on dit une langue, en fait, on a un certain nombre de variantes pour dire la même chose, pour prononcer la même chose, enfin pour prononcer le même mot, le prononcer de manière différente. Ça, c'est des phénomènes qui sont assez connus. On a un certain nombre de mots qui sont connus uniquement par une partie des personnes qui utilisent une langue et pas par tout le monde. Donc c'est aussi extrêmement courant. Si on a des dictionnaires, c'est précisément pour ça, parce que personne, absolument personne ne connaît tous les mots d'une langue comme le français. Et on ne partage pas exactement les mêmes sous-systèmes d'une langue. Donc en fait, quand on dit une langue, quand on essaye de lui poser des frontières, on a beaucoup de problèmes en linguistique. Donc on a du mal à séparer les langues entre elles. Donc on peut toujours avoir des débats sur qu'est-ce qu'un anglicisme, à partir de quel moment un mot cesse d'être un anglicisme et devient tout simplement un mot français dont on a perdu toute indication d'histoire, de son histoire. Pendant combien de temps un mot reste un anglicisme et à quel moment en fait on décide qu'on commence à en parler, etc., etc. Et donc, si on veut tracer des frontières entre les langues, on n'y arrive pas. Et si on veut tracer des frontières entre ce qu'on appelle les dialectes et les langues, on y arrive encore moins. Donc, on n'a pas de critères linguistiques solides. C'est plutôt des critères politiques. Donc, une langue sera un ensemble hétérogène, certes, social, mais qui va bénéficier de dispositifs officiels. Donc, finalement, ce qui va distinguer une langue d'un dialecte, ça va être plutôt le fait qu'il y a une institution scolaire, le fait qu'il y a des médias dans la langue en question, donc des critères qui ne sont pas linguistiques. On a quelques critères linguistiques, mais ils ne sont pas suffisants. Donc, un ensemble qui est immense. Pourquoi immense ? Parce que quand on a des centaines de millions de personnes qui pratiquent une langue, qui la pratiquent à l'oral et qui la pratiquent à l'écrit, sur plusieurs continents, si on parle du français, donc ce n'est pas le cas de toutes les langues, quand on a donc plusieurs centaines de millions de personnes qui parlent et qui écrivent, concrètement, cela veut dire que personne, absolument personne, ne peut avoir une vision d'ensemble de toutes ces pratiques. Donc il est impossible en fait de dire quelque chose de robuste sur ce qu'on utilise beaucoup finalement dans la langue de tous les jours, que dit l'usage. On dit souvent, est-ce que ça s'est installé dans l'usage? C'est quoi l'usage? Encore une autre question foisonnante en fait. Comment on fait pour observer l'usage? Est-ce qu'on peut avoir accès à tout ce que les gens disent à un moment donné? Ne prenons qu'une seconde de la vie de tous ces centaines de millions de personnes qui parlent français. Une seconde de leur vie. On ne l'a pas en fait. C'est impossible. Donc on n'a pas accès. Et je parle d'une observation à un moment donné. Donc si on essaie de s'intéresser à l'évolution, puisqu'aujourd'hui on parle de changement, on doit aussi avoir accès à une évolution dans le temps. Donc non seulement avoir accès à comment les gens font aujourd'hui, mais aussi comment ils ont fait hier, comment ils ont fait avant-hier, comment ils ont fait il y a 5 ans, 10 ans, 50 ans. On peut penser qu'on a un accès plus aisé à l'écrit, mais quand on y réfléchit, c'est tout aussi faux en fait. On a effectivement plus facilement accès à un grand nombre de productions écrites. Si on utilise un moteur de recherche, c'est assez rapide, on peut avoir des millions d'exemples, donc on a l'impression que quand même pour l'écrit, on pourrait avoir plus rapidement une idée de l'usage, c'est exact, mais on n'a pas non plus accès à tous les écrits que les gens produisent dans toute la francophonie. Il y a un certain nombre d'écrits personnels, privés, qui ne circulent pas et auxquels une personne qui va vouloir observer les usages n'aura pas accès à tous les usages. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'usage? Qu'est-ce que cet ensemble hétérogène? Comment on va le décrire? Quand on parle d'évolution, on s'intéresse à la transmission d'une langue. Qui la transmet, de quelle manière on va apprendre tout ce qu'on a l'habitude d'appeler les registres d'une langue. Donc, on va apprendre la langue dans sa famille, dans un premier temps, souvent. On peut aussi l'apprendre d'abord à l'école. Donc, vraiment tous ces dispositifs de transmission d'une langue. Et il faut aussi se dire que ces pratiques évoluent sans cesse. Donc, quand on dit qu'une langue change, donc une langue, encore une fois, donc ce truc abstrait, énorme, qui bouge tout le temps. Quand on dit qu'elle change, en fait,
c'est presque c'est impossible, c'est inimaginable qu'elle ne change pas. Donc en fait, elle change chaque seconde. Elle ne change pas dans tous ses aspects avec la même vitesse. Et on s'en rend compte, c'est pour ça que j'ai pris pas mal d'exemples aujourd'hui de l'histoire du français, on s'en rend compte quand on prend un petit peu de recul historique. Donc si vous avez assisté à la conférence, à la première conférence de ce cycle, on est d'accord, le français n'est pas une langue en danger. Il y a des milliers de langues en danger aujourd'hui dans le monde, donc le français n'en fait absolument pas partie. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'histoire du français? Si on essaie de regarder un petit peu comment ça change, qu'est-ce qui change, qu'est-ce qu'on dit quand on dit d'une langue qu'elle change. Les sources orales du français, donc qu'est-ce qu'on sait du français tel qu'il a été parlé, elles sont très récentes, on le sait. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait techniquement peu de temps qu'on est capable de stocker la parole produite par les humains. Donc, on n'a pas de source orale du français parlé au Moyen-Âge, au XVIe, au XVIIe, on n'a absolument rien. On a des traces écrites et parfois on peut faire des suppositions. C'est assez complexe et ça sera toujours des suppositions. Mais on peut quand même avoir maintenant une bonne centaine d'années de recul pour savoir un petit peu quelle est la vitesse de changement de la prononciation d'une langue, encore une fois, qui a un fonctionnement particulier parce qu'elle dispose d'un code écrit qui est assez ancien et elle dispose d'un appareil scolaire généralisé, ce qui n'est pas le cas de toutes les langues du monde. Donc des sources écrites, par contre, elles sont nombreuses, elles sont anciennes. Donc là, on peut regarder de plus près et observer ce qui change, comment ça change, de quelle manière. Si on essaie de dater le français, c'est encore une fois des questions un petit peu basiques, mais qui sont assez vertigineuses. On simplifie souvent cette question, parce qu'on aime bien le roman national en France en particulier, on simplifie souvent cette question de la date de naissance du français en disant c'est les serments de Strasbourg. Voilà, on dit ça. Évidemment, je vais vous montrer le début des serments de Strasbourg, donc ce qu'on présente dans les manuels comme étant le premier texte écrit en français. On peut comprendre très facilement que c'est complètement arbitraire, que c'est vraiment une convention. La langue est un fait social, donc c'est vraiment un ensemble, encore une fois, de pratiques sociales partagées par des groupes, des sous-groupes, négociées sans arrêt, et qui n'existe pas, qui n'a pas d'existence concrète. Donc une langue n'existe pas quelque part. On ne peut pas la protéger comme on protège une espèce animale en construisant une zone protégée. Voilà, ça n'a rien à voir. Une langue disparaît immédiatement, très très vite, si les gens arrêtent de la transmettre. Voilà le début des serments de Strasbourg. Je vous laisse voir l'écart entre ce qu'on appelle actuellement la langue française et ce qu'on peut voir ici. Donc, c'est un texte militaire, un accord important entre les héritiers de Charlemagne, 842. Donc, c'est assez facile à s'imaginer qu'il ne s'est rien passé en 841 et il ne s'est rien passé de spectaculaire en 842 par rapport à 841, dans la façon dont les gens parlaient en latin, ce qui s'appelle du latin en fait. Donc quand on dit que c'est l'acte de naissance du français, ça pourrait être l'acte de naissance écrit de toutes les langues romanes, et en fait c'est simplement une trace écrite de quelqu'un qui a essayé de noter de façon ad hoc des prononciations qui étaient suffisamment éloignées du latin classique pour mériter d'être un petit peu écrites de manière pas du tout conventionnalisée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a décidé de noter des prononciations vaguement. Enfin, c'est ce qu'on peut imaginer. Voilà. Donc quand on s'intéresse à ce qui change, donc là vous avez vu 842, peut-être qu'on n'a pas besoin de remonter aussi loin, peut-être qu'on peut se rapprocher. Qu'est-ce qui change quand on dit d'une langue qu'elle change? Donc on a parlé de vocabulaire, c'est la partie qu'on connaît le plus et dont les médias parlent le plus souvent, le vocabulaire, les mots nouveaux, etc. La prononciation change aussi. On a des traces, même si on n'a pas de source orale, je vais vous montrer quelques exemples, on a des traces écrites de poèmes. Et c'est très intéressant de regarder les mots qui riment. Ça nous donne des petites idées sur comment les mots pouvaient être prononcés des siècles avant. Donc les prononciations changent, les graphies changent.
qu'on va regarder facilement. Vous avez probablement déjà vu des manuscrits en ancien français. Ils sont parfois reproduits, donc si vous en avez vu, vous avez une petite idée. Et ce qui change aussi beaucoup, c'est le sens des mots. Donc quand on regarde l'histoire de la langue, on voit des mots qui paraissent très similaires et qui ont beaucoup changé de sens. Voilà. Donc en gros, la prononciation, la façon d'écrire, les mots, le sens des mots. Donc on a l'impression que ça fait beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui ne changent pas ou qui changent beaucoup plus lentement. Par exemple, l'inventaire des sons d'une langue. Il y a plein de sons qui sont restés stables pendant beaucoup de siècles, qui peuvent changer, mais qui changent marginalement et qui changent vraiment très lentement. Donc vraiment la liste des sons distinctifs que va utiliser une langue comme le français, mais c'est pareil pour toutes les langues. L'alphabet. Ça peut changer, hein. C'est pas quelque chose qui est... une langue ne change pas parce qu'on change l'alphabet, mais ça arrive plus rarement. Il faut vraiment un changement brutal, violent, enfin quelque chose de très particulier dans l'histoire d'une langue pour qu'on change d'alphabet une fois que l'alphabet a été choisi. Donc on n'a pas changé d'alphabet, on utilise toujours l'alphabet latin pour noter la langue française. Les techniques pour créer des mots nouveaux. Comment on fait ? Quelles sont les méthodes qu'on va adopter pour créer des mots nouveaux dans cette langue? Ces méthodes sont aussi assez constantes, donc elles changent peu. On va utiliser des suffixes, des préfixes, qu'on va utiliser pour plusieurs mots. Enfin voilà, on a des méthodes comme ça et on va emprunter des mots avec certaines régularités, certains critères, etc. Donc on va trouver là aussi des constantes. L'ordre des mots, ça change un peu, mais vraiment lentement. Par rapport au vocabulaire, ça change, par rapport à la façon de noter les mots, par rapport à leur prononciation, l'ordre des mots change plus lentement. Le système des temps, le système ce qu'on connaît, hein, pour exprimer le présent, le passé, le futur, ça change vraiment très très peu, très très lentement, pratiquement pas. Les mots grammaticaux aussi, les pronoms par exemple, les conjonctions, certaines conjonctions, les prépositions, donc les mots vraiment outils de la langue changent aussi très peu. Voilà. Donc il y a aussi des zones de stabilité. Des exemples qu'on utilise parfois dans les cours, si je vous dis voulez-vous braffer des crouzons, voilà, voulez-vous braffer des crouzons, vous pouvez réfléchir. Et vous pouvez vous dire comment je vais faire pour comprendre. J'ai peut-être regardé dans le dictionnaire, demandé aux gens autour de moi. Mais vous allez pouvoir penser qu'il est possible que braffer des crouzons, ce soit quelque chose en français. Vous êtes capable de modifier ces verbes le verbe grammaticalement. Vous êtes capable de changer le nombre. Par exemple, vous allez être capable de dire « nous braffons des crouzons ». Et si vous voulez mettre le mot au singulier, vous allez faire une hypothèse sur le genre du mot et vous allez avoir tendance à dire je braffe un crouzon, mais sans savoir ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il y a des régularités précisément dans les sonorités d'une langue. Donc il y a plus de mots qui finissent en on et qui sont masculins, même si en fait maison, ça finit aussi en zon et c'est du féminin. Mais voilà, on a comme ça des régularités qu'on va appliquer statistiquement. Donc on a comme un ordinateur qui est capable de faire ça. Et donc ces mots n'existent pas en fait en français, n'ont aucun sens, mais ils sont disponibles. On pourrait les utiliser. Ce genre de syllabes mises ensemble sont régulières et pourraient tout à fait recevoir un sens si on en a besoin. Donc on a un certain nombre de sonorités à peu près infinies, mais quand même pas sans règle, sans régularité. Si je vous dis voulez-vous jetzt schlafen, là vous allez vous dire que c'est probablement des sonorités, même si vous ne reconnaissez pas l'allemand. Bon, évidemment si vous connaissez l'allemand, voilà, c'est vite réglé, mais même si vous n'avez absolument aucune idée de l'allemand, vous allez faire l'hypothèse que c'est probablement des mots qui ne sont pas français, voilà, qui ne font pas partie de cette langue. Pourquoi? Parce que jetzt, c'est une syllabe qu'on n'a pas, c'est juste, voilà, c'est un petit bout finalement de son, des sons mis ensemble, mais on ne connaît pas cette syllabe, on ne l'a pas ailleurs. Alors que bras, on l'a, fait, on l'a, crou, on l'a, zon, on l'a. Donc voilà. Ce n'est pas uniquement un inventaire de sons, c'est aussi des habitudes pour les faire fonctionner ensemble. Et pareil pour schlafen, schla, schla. Voilà, ce n'est pas des sons qu'on a l'habitude d'utiliser en français. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est très peu probable.
Donc voilà pour qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Ça donne un petit peu déjà quelques outils un petit peu plus techniques. Ce que vous avez là, c'est une reproduction. Vous trouvez énormément de reproductions en libre accès sur Gallica, qui est un site développé par la Bibliothèque nationale de France et qui est consultable très facilement. Et donc là, c'est un manuscrit qui date du XIIIe siècle, d'un texte qui a été rédigé au XIIe siècle, de Chrétien de Troyes, et c'est donc un texte qui est écrit dans ce qu'on considère comme étant du français. Je vous laisse un petit peu regarder. On peut se rendre compte qu'on reconnaît quelques lettres, mais que pour d'autres, on a un petit peu de mal. On peut se rendre compte qu'il n'y a pas d'accent sur les lettres telles qu'on les connaît. On a quelques caractères comme ça au-dessus des lettres, mais ce n'est pas les mêmes. Donc on a des tildés en fait. Si vous prenez le deuxième vers, enfin le premier vers qui commence par un C, les vers qui ont des lettres détachées, j'ai pas de pointeur. Ensuite, vous avez un verbe qui commence par un D. Dans ce vers, vous avez l'avant-dernier mot, c'est monde. Monde. Alors il est écrit M-O-D-E et il y a un tilde sur le O. Voilà. Par exemple. Ça va être plus facile avec une police qu'on connaît. Là, c'est presque la même chose. C'est un texte, c'est le même texte, exactement le même, hein, mais édité au XIXe siècle, avec une graphie qui n'était pas celle du XIXe siècle, donc qui se veut fidèle à l'original. Et quand on compare attentivement, on se rend compte qu'elle est, certes, ce n'est pas la graphie du français du 19e, mais ce n'est pas non plus la graphie du français du 13e, l'âge du manuscrit, parce qu'il y a eu des séparations de mots. Par exemple, le 1, 2, 3, 4, 5e vers, je l'en prendrai, si vous regardez le manuscrit d'origine. Et si vous regardez à droite, les mots ont été quand même séparés, donc avec une graphie modernisée. Moult a été écrit en entier, alors que dans le manuscrit, il était abrégé, c'était une abréviation très courante. Voilà, monde, finalement, monde a été écrit avec ON et non pas avec le tilde sur le O, etc., etc. Il y a de la ponctuation. Bon. Donc, l'édition qui a été publiée au 19e, en la présentant comme un texte médiéval, elle est modernisée en partie, même si il y a quand même des choix graphiques qui ont été conservés. Voilà, un petit peu. Alors, on n'a toujours pas accès au sens. Hein. Si vous n'avez pas étudié l'ancien français, vous pouvez reconnaître quelques mots, c'est pour ça que tout ne change pas, mais il y a quand même beaucoup de choses qui changent. Vous pouvez reconnaître sans, avant, de, je, que, ça ne nous amène pas très très loin, mais en fait il y a énormément de mots grammaticaux qui n'ont pas changé. Après il y a des mots qui ont gardé même leur sens, mais qui ont changé de graphie. Il y a des mots qui n'existent plus, qu'on n'utilise plus, et il y a des mots qui ont tellement changé de forme qu'on ne les reconnaît plus. Voilà, il y a tout ça. Donc en fait, pour traduire, c'est tellement éloigné, le français du XIIIe siècle du français actuel, que les traductions ne peuvent pas respecter les vers. On doit tellement adapter qu'on n'arrive pas à traduire un vers, ou alors il faudrait modifier énormément. Et donc dans les éditions modernes de traduction, on va toujours tomber sur des traductions de ce type, où on respecte le sens comme on peut, et on ne respecte pas du tout les rimes, parce que c'est impossible. Voilà. Donc ça donne un petit peu, déjà, quand on dit, avant de savoir qui change la langue, c'est déjà, quand on dit qu'une langue change, qu'est-ce qui change, voilà. Et pourquoi c'est encore du français. En général, quand on parle du français en utilisant un cliché, on ne dit pas la langue de Chrétien de Troyes, même s'il est extrêmement connu et étudié en lettres, on dit plutôt la langue de Molière. Ça a une certaine logique, parce que quand on voit la langue de Chrétien de Troyes, on se dit que ouais, quand même c'est un peu difficile de faire admettre aux gens spontanément qu'ils parlent la même langue. Pourtant on dit que Chrétien de Troyes écrivait en français. Mais on dit la langue de Molière. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'entre le français classique, on dit l'âge classique, et le français actuel, l'écart est tellement faible que finalement c'est plus facile de dire que c'est la même langue. Alors on va regarder une édition de Molière en original, donc c'est pareil, je l'ai pris sur le site de Gallica, l'édition du Misanthrope de 1660 de Molière, où on voit
Là, on n'est plus sur des manuscrits, bien sûr, c'est un texte imprimé, et on voit à quoi ressemblait le français écrit au XVIIe siècle, donc à quoi ressemblait la langue de Molière, ou plus précisément la langue des imprimeurs de Molière, parce qu'on n'a rien d'écrit par la main de Molière. Donc on ne sait pas comment écrivait Molière, mais on sait comment écrivaient ses éditeurs, donc ils écrivaient comme ça. Donc on voit déjà, c'est un petit peu moins opaque que le texte du XIIIe, mais on est quand même un petit peu confus face à la police déjà, tout simplement, la police graphique, parce qu'il y a des caractères qui ont changé, il y a des S qui n'avaient pas la forme qu'on connaît, il n'y a pas de différence entre le V et le U partout, il n'y a pas toujours de différence entre le I et le J par rapport à ce qu'on utilise actuellement. Donc, voilà. Mais quand même, si on fait un petit peu d'effort avec un petit peu d'aide sur la police, c'est quand même un peu moins compliqué. On voit qu'on commence à avoir quelques accents sur les lettres, mais très peu finalement. Et toujours pas de circonflexe, sporadiquement, un tout petit peu. Ici ou là, il y en a, mais pas forcément là où on les attend. Et ils ne notaient pas forcément la même chose que maintenant. Et on voit pas mal de mots, par exemple, où actuellement on a un circonflexe, où finalement on avait un E ou un I suivi d'un S, voilà, par exemple. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de différences. Alors, le problème, parce que j'aborde aussi des questions plus problématiques, le problème qui finit par être un problème par rapport à la représentation commune, partagée qu'on a de la langue française, c'est que les élèves... Pardon, oui, il y a... je voulais d'abord attirer votre attention sur un point avant de passer à la diapo suivante. Sur ces deux mots, où là, ces deux mots riment, ils sont écrits de la même manière, on pense qu'ils riment, puisque les autres riment. Et en fait, quand on arrive aux éditions actuelles de Molière, celles que les élèves voient, celles que finalement quasiment tout le monde voit, sauf si on fait des études de lettres, on tombe sur des textes écrits de cette façon-là, donc totalement modernisés. À aucun moment on ne montre la première édition, ne serait-ce que pour montrer comment c'était, pas forcément pour apprendre à lire Molière en original, mais pour simplement savoir à quoi ça ressemblait, et quand on dit langue de Molière, avoir vraiment une idée un peu plus précise, plus fidèle à ce qu'elle était. En fait, on découvre toujours Molière, surtout très très jeune, dans une graphie totalement modernisée. Et j'ai pris cet exemple parce que précisément pour les deux vers qui finissent par joie et monnaie, eh bien, on est obligé de respecter vaguement la graphie d'origine, vaguement, parce que comme vous voyez, ce n'est pas exactement la même chose. Mais si on utilise, comme partout, si on modifie tout et on modernise tout, on se retrouve avec joie et monnaie qui ne riment pas. Et donc, on est obligé de faire un choix. Et en fait, selon toute probabilité, on prononçait jouet et monouet. Et c'est plutôt de cette manière que ces mots rimaient. Et le fait de les graphier comme ça, avec monois, ça fait croire aux élèves qu'on disait joie et monois, ce qui est, selon toute vraisemblance, totalement faux. Donc là, on commence à toucher des zones un peu plus compliquées. Voilà, là, on n'est pas encore à qui change la langue, mais on est déjà d'abord devant un constat de changement qui est le plus souvent gommé, parce que c'est un peu compliqué à traiter. Donc on a du mal à l'enseigner. Enfin, en tout cas, on s'est mis d'accord, on ne sait pas trop quand, comment, qui a décidé ça. On s'est mis d'accord sur le fait qu'on a du mal à l'enseigner, enseigner un minimum de rudiments d'histoire de la langue française. Donc, on ne l'enseigne pas. On fait comme si Molière écrivait de cette façon, et on règle à la marge quelques soucis sur le vocabulaire, les mots qui ont un peu changé de sens, et on est un peu perplexe par rapport à des rimes comme ça, où il faut
faut du coup plonger vraiment dans l'histoire de la langue pour comprendre. Donc Monet, voilà, j'ai mis un petit peu toutes les graphies de Monet qu'on trouve dans le trésor de la langue française. Vous l'avez avec un OI, avec 2 N, avec un seul N, avec un S qui se balade, avec un Y à la place du I. Enfin, on trouve un peu bon, toutes les versions possibles. C'est un mot qui est ancien, qui vient du latin, qui est, en fait, a été créé un petit peu par métaphore, parce que c'était le temple de Junon Moneta qui servait d'endroit où la monnaie officielle était frappée. On le trouve dans toutes les langues romanes avec très peu de variantes. Donc voilà, c'est un mot qui est intéressant. Il n'y a pratiquement aucun indice qui nous permet de penser qu'il a pu être prononcé monois à quelques périodes que ce soit en français. Donc on pense qu'il a été prononcé Monet ou Monoué. Voilà, pour Monet. Alors, comment il a été écrit? Il a été écrit aussi de différentes manières, même dans les dictionnaires de l'Académie, quand l'Académie a été créée, hein, parce qu'avant, Molière, je rappelle, n'avait pas de dictionnaire, l'Académie n'existait pas, et Molière a écrit toute son œuvre sans avoir besoin du moindre dictionnaire. Donc, rappelons quelques fondamentaux. Donc, à partir du moment où l'Académie s'est dit, bon, on va peut-être essayer de donner quelques règles, un peu de stabilité là où le système fonctionnait parfaitement avec de la variation, on a eu un certain nombre de graphies qui se sont succédés, au début assez rapidement, hein, les changements dans le dictionnaire de l'Académie se succédaient rapidement, et après beaucoup plus lentement jusqu'à la situation qu'on connaît où on ne sait plus comment on peut modifier l'orthographe. Les variantes dans une langue sont soit en concurrence, et une langue peut fonctionner pendant des siècles avec des variantes en concurrence, sans problème. Surtout dans une langue qui est partagée par autant de personnes. Ça peut être des variantes de prononciation. Un mot peut être prononcé de manière différente dans différentes régions. Ça peut être des variantes graphiques, ça peut être des variantes de sens. Un mot peut avoir des sens différents selon les personnes qui l'utilisent, selon les groupes, selon les régions, tout ce que vous voulez. Donc on peut avoir des variantes qui restent en concurrence, ou bien des changements, donc une dynamique. Quand on a 2 variantes en concurrence, parfois il y a un match, en fait, c'est vraiment un vrai match qui peut se jouer entre 2 variantes, et une va supplanter l'autre, mais le processus peut être très long. Il peut aussi être très rapide, comme fake news et infox, ça peut arriver. Donc ça dépend des... donc en fait, tout existe, donc on peut avoir des variantes en concurrence longue, qui coexistent, ou bien une substitution. Et quand on parle de substitution, on parle de diffusion. Donc on se demande comment une variante se diffuse dans une langue. Vous vous souvenez ce qu'on a dit au début, une langue n'existant pas, en fait, c'est juste des pratiques que les gens adoptent. En fait, c'est des gens qui vont adopter ou ne pas adopter une variante plutôt qu'une autre. Donc c'est les gens qui décident, qui découvrent une variante, qui sont confrontés à quelque chose de nouveau, et puis qui décident de garder leur variante ou d'adopter la variante nouvelle. Voilà, ça se joue un petit peu comme ça. Et finalement, la diffusion d'un phénomène langagier fonctionne un peu comme la mode, comme la diffusion des phénomènes de mode. Il y a des gens qui vont avoir plus de poids pour influencer les autres. Et il y a des phénomènes qu'on dit un peu intemporels, voilà, qui n'obéissent pas aux modes. On trouve la même chose dans la langue. Et des changements qui sont parfois très rapides, éphémères, vraiment des petits phénomènes de mode, un truc qui va marcher très vite, va se diffuser très vite, va marcher très fort et qui va disparaître sans laisser de traces, comme les phénomènes qu'on connaît dans la mode. Et donc on parle en sociolinguistique de changement du bas vers le haut et du haut vers le bas, parce qu'on représente souvent la société comme hiérarchisée. Et les changements du bas vers le haut, c'est un peu... les changements du bas de la société qui remontent, qui se produisent de façon peu consciente, qui se diffusent, des phénomènes qui se diffusent, et des changements du haut vers le bas qui sont soit imposés volontairement par le haut, et ça peut marcher ou non hein, à chaque fois, soit adoptés par... je crois que j'ai une diapo là-dessus. Non. J'ai une diapo un peu plus tard, je pense. Qui peuvent être adoptés par imitation, parce que dans les dynamiques d'évolution sociale, on veut ressembler aux personnes qui ont un statut, un capital intéressant. Et donc voilà, on peut adopter parfois volontairement une variante valorisée.
Un petit exemple, parce que je pense que c'est toujours bien, même si ça va un peu vite, un petit exemple encore dans l'histoire. Là, c'est sur les choix graphiques. Voilà, un mot qui a été écrit souvent avec un P, indomptable, indomptable, au XVe siècle, au XVIe siècle. Là, c'est un exemple du XVIIIe siècle. Il était toujours un peu en concurrence avec une graphie. Il a même été écrit avec un N et non pas un M. Et la première édition du dictionnaire de l'Académie avait suggéré dompteur, une graphie donc sans le P. Pour toute la famille, indompté, dompteur, indomptable. Donc la première suggestion, c'était dompteur. Et là, on trouve chez Boileau, hein, je suis allée chercher des noms incontestables, dans un poème très, très drôle, donc héroïque comique. Je l'ai choisi aussi parce qu'il est drôle et parce qu'on a un peu faim à cette heure-ci. Donc il est question de faim indomptable, les chanoines à table immolent 30 mai à leur faim indomptable, leur appétit fougueux par l'objet excité parcourt tous les recoins de monstrueux pâtés. Voilà pour indomptable. On regarde une autre édition du même poème, exactement les mêmes vers, indomptable, écrit sans le P. C'est les éditeurs qui choisissent. Donc là, c'était Lyon, je ne me souviens plus l'imprimeur de la diapo précédente. Donc les villes changent, les choix peuvent changer. Et à chaque fois, j'ai mis le choix suggéré par le dictionnaire de l'Académie. En 1762, la 4e édition, l'Académie suggérait dompté avec un P, toute la famille, dompteur indomptable. La 5e édition revient en arrière, mais en disant bah, finalement on a le choix parce que finalement l'usage ne suivait absolument pas. On regarde un peu les textes, on retrouve, j'ai pris plusieurs éditions comme ça, c'est toujours merci Gallica, c'est absolument fabuleux, donc on les trouve de chez soi en libre accès. Donc là c'est une édition à peu près de la même époque à Paris. Une autre édition, là c'était Thiers, encore une fois sans le P. Finalement, la graphie fluctuait dans toutes les éditions que j'ai consultées entre 1810 et 1825. Voilà. Ouais. Donc ça respectait bien, ça collait avec la recommandation du dictionnaire de l'Académie de l'époque, fluctuation. À partir de 1825, je n'ai trouvé que la version écrite avec P pour toute la famille, indompté, dompteur, indomptable, sauf une édition de 1862 qui précise qu'elle est conforme au texte original, et donc avec des graphies qui parfois n'étaient plus celles du 19e, mais qui étaient celles du 17e. Donc on retrouve indomptable sans le P, alors que dans la graphie d'origine, il avait un P, donc c'est assez drôle, en fait. Et puis on voit aussi, si on s'intéresse à la ponctuation, on voit que le monstrueux pâté, finalement, il y a l'accent circonflexe sur pâté, mais il y a le petit S à l'ancienne. Enfin bon, finalement, l'édition conforme au texte original, il faut toujours se méfier. Alors, la graphie s'est stabilisée au 19e, pour ce petit exemple que j'ai pris. Et là, sous une forme opaque, parce qu'elle s'est stabilisée avec le P qu'il ne faut pas prononcer. Et là, on attaque la partie prononciation. Parce qu'une fois que la graphie s'est stabilisée, les dictionnaires de l'Académie commencent à préciser, attention, il ne faut pas faire sentir le P. Et attention, ça c'est intéressant, OM, donc dom se prononce comme ON. Ah, ça veut dire que probablement les gens à l'époque faisaient une différence entre don et don, quelque chose qui sonnait un petit peu légèrement différemment. Et donc ici, il ne fallait pas faire sonner le on comme un on. C'est ce que dit la suggestion de la 6e édition du dictionnaire de l'Académie. La 8e édition, un siècle plus tard, on n'a plus de suggestions sur la prononciation de la nasale, donc on peut se dire peut-être que les gens à l'époque prononçaient comme nous, c'est-à-dire absolument aucune différence entre on et on. Et par contre, on a toujours la suggestion, attention, le P ne se prononce pas. Ça nous donne quoi comme indication? Que les gens prononçaient le P, tout simplement. Sinon, on n'aurait pas eu l'indication. Et l'édition actuelle qui est inachevée depuis un siècle, donc depuis 1935, l'Académie n'a plus produit de dictionnaire complet. Les rumeurs disent qu'un jour, il sera prêt, mais bon, il sera obsolète probablement. Donc, dans l'édition actuelle, on a toujours... C'est jusqu'à S, donc pour dompter, indomptable, j'ai pu le trouver. On a toujours la suggestion, attention, ne prononcez pas le P.
Et on a en plus une indication d'étymologie. Donc ça vient du latin domitare, où il n'y a pas de P, comme si c'était pour suggérer que le P ne vient pas de l'étymologie et donc il ne faut pas le prononcer. Alors qu'on a d'autres exemples, comme leg, par exemple, un mot, où le G final ne vient pas non plus de l'étymologie et pourtant on le prononce. Et on a une foule absolument infinie de mots qui ont des consonnes muettes qui ne se prononcent pas et qui sont pourtant étymologiques, hein, comme le doigt. Par exemple, le G est étymologique et pourtant personne ne dit le doigt parce que c'est étymologique. Donc, bon, on a aussi comme ça des instructions qui sont assez opaques. Et, pour le plaisir, je vais vous faire écouter la prononciation de Fréhel. Est-ce que je peux avoir le son? Et dompteur de Lyon. Voilà, Fréhel disait dompteur, on l'entend, alors que Trenet disait dompteur. Si on regarde leur carrière, leur scolarité et leur famille, eh bien, on voit des différences absolument abyssales et on comprend pourquoi Fréhel disait dompteur et pourquoi Trenet disait dompteur. Voilà pour finir sur cette histoire de donc comment ça change, qu'est-ce qui change et quelle est la durée aussi du changement. Là, vous voyez, j'ai pris un exemple au 18e et on finit à la moitié, c'était 30 et quelques cette chanson, donc on finit dans les années 30. Donc c'est un changement qui a pris quand même un certain temps. Les dictionnaires actuels, plus en phase avec l'usage que celui de l'Académie, admettent maintenant les deux variantes, pas pour la graphie, donc la graphie a été stabilisée, mais pour la prononciation. Donc on a dans le Petit Robert ou dans le multidictionnaire de la langue française du Québec, on a une transcription phonétique avec ou sans le P. Autrement dit, on peut prononcer dompter ou dompter, donc dompteur ou dompteur. Voilà pour cet exemple. Donc on a parlé de création de mots nouveaux. On peut créer, je ne vais pas reprendre des exemples, donc c'était parfait qu'il y en ait eu dans la première partie de la conférence d'aujourd'hui, mais on peut en fait créer des mots. C'est vraiment, il faut en créer sans modération. Donc on peut en créer, c'est amusant, je le fais avec mon public de licence de lettres. C'est un bonheur de créer des mots dans une langue et il faut conserver sa capacité créatrice de mots dans sa propre langue. Par contre, les diffuser, c'est autre chose. Donc on peut en créer plein, mais comment les diffuser, même s'ils sont merveilleusement bien créés et utile, la diffusion, ça ne relève plus du tout de la linguistique. Donc, la diffusion, encore une fois, relève plutôt d'un phénomène de mode et d'un mécanisme qui est beaucoup plus social que linguistique. Que purement, est-ce que ça sonne bien, est-ce que c'est des syllabes qui sont faciles à prononcer par rapport aux habitudes des gens, etc. Donc ça ne suffit pas. Là aussi, quand on parle de diffusion, on va s'intéresser à des mécanismes de diffusion du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Donc est-ce que ce sont finalement les gens qui utilisent des mots, qui les créent, qui les diffusent et à un moment donné, les dictionnaires les enregistrent, c'est le cas le plus fréquent, ou bien est-ce qu'une autorité reconnue, quelle qu'elle soit, selon les époques, pas forcément les mêmes, une autorité reconnue va proposer des mots et ensuite l'usage va suivre ou non. Donc il y a toujours une négociation. Quelques petits exemples. Je vais vous montrer bolos juste après, parce que c'est un mot qui est assez récent, qui a connu une fortune fulgurante. Je ne sais pas si vous le connaissez, espèce de bolos, donc c'est un mot injurieux, qui a été beaucoup utilisé il y a une dizaine d'années et qui est en train finalement presque de quitter la scène. Et qui est entré dans les dictionnaires à un moment donné. L'exemple de logiciel, vous avez parlé d'ordinateur tout à l'heure, et de Infox. Il y a aussi logiciel qui est une création réussie, donc qui est sorti vraiment du chapeau de quelqu'un. On a le mot, on a le nom de la personne qui l'a créé. Voilà, en 70, ça a marché. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Fenêtre intruse, ça marche moyennement, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais entendu, donc on dit plutôt fenêtre pop-up, donc voilà, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Végétalien intégral ou végétalienne intégrale ne marche pas très bien. Vegan, c'est imposé, donc là il y a parfois des tensions quand on propose des mots d'en haut. L'usage ne suit pas. Par contre, quand l'usage est très fort, on ne peut pas, finalement, toutes les autorités s'alignent. Qu'en est-il de bolos ?
Il y a une enquête sur Bolos, donc c'est amusant parce que ça donne une bonne idée de comment un mot se diffuse, comment ça marche. Voilà sur Bolos, deux chercheuses qui ont mené une enquête par questionnaire. Les gens devaient dire s'ils connaissaient le mot, s'ils l'ont déjà entendu, s'ils l'utilisent eux-mêmes ou s'ils connaissent juste le sens mais ne l'utilisent jamais. Et donc voilà, en bleu, c'est les gens qui ne l'avaient jamais entendu. En jaune, les gens qui l'utilisaient parfaitement, et ceux qui, en orange, ceux qui l'utilisaient pas, mais qui le comprenaient, qui l'avaient déjà entendu. Donc on se rend compte qu'on trouve des régions où, à un moment donné, le mot apparaît. Après, on refait les mêmes cartes à une distance de quelques années. On voit des dynamiques, on voit si un mot se diffuse ou non, s'il reste dans une région. On peut faire la même chose avec les âges. Et là, on se rend compte que c'est un mot de jeune. Quand on regarde les âges, c'était des adolescents qui le connaissaient en jaune. Les autres, plus on montait dans l'âge, plus les gens disaient qu'ils ne l'avaient jamais entendu. Il y a un petit pic dans les 40 et quelques, parce que c'est des parents ou des profs donc qui ont entendu par les jeunes, sinon en fait ils ne l'utilisaient pas, ne l'entendaient pas. Voilà. Et il est entré dans le dictionnaire, d'abord dans le Robert, parce qu'il commençait à être vraiment très utilisé à un moment. Le Robert a choisi une graphie, parce que c'était un mot de l'oral. Et le Robert a fait une enquête, et sur les réseaux sociaux, partout où on a des textes écrits informels, il était plus souvent écrit avec 2 S, parce qu'il se prononce bolos, et c'était pour que ce soit sûr. Et donc le Robert l'a introduit en 2013 avec 2 S, le Larousse a suivi, mais avec un seul S, avec un autre argument, en disant qu'il n'y a aucun mot en français qui finit par 2 S comme ça, c'est trop bizarre. Et donc, par contre, on a chicos, craignos, gratos, quelques mots comme ça argotiques, et que donc ça permettait de le rattacher à une famille, même si ça n'avait rien à voir ni pour l'étymologie, ni pour la façon de le former. Mais quand même, on avait un mot argotique qui finit en os, voilà, on avait quelques règles déjà à disposition. Donc finalement, les deux arguments se valent parfaitement, et c'était pour vous montrer aussi que les dictionnaires discutent et prennent des décisions et font des choix. Et les choix sont risqués et parfois reviennent en arrière. Un autre exemple, et là c'est un petit peu plus sur l'hétérogénéité d'une langue, quand on parle d'une langue et quand on dit, là encore, qu'est-ce qu'on dit quand on dit qu'une langue change. Regardez un peu comment on dit serpillière en France et avec la Belgique et la Suisse. Voilà, juste la francophonie européenne, si on élargit, c'est encore plus varié. Et là, vous avez un certain nombre de variantes. Tout ce qui est en marron foncé, c'est serpillière, donc c'est le mot qui va être le plus répandu. Et après, vous avez des petits points de couleur, parce que d'une région à l'autre, vous avez parfois 2 mots en concurrence. Donc on voit par exemple du petit bleu en Belgique qui traverse la frontière et du mauve qui vient de l'autre côté. Mais il y a quand même des majorités par région. On repère bien la région parisienne. C'est vraiment des milliers de gens qui ont répondu sur Internet. Et donc, on ne sait pas très bien si c'est fiable, mais quand il y a 12 000 réponses, il y a quand même le nombre compense, si vous voulez, la fiabilité de certaines réponses. Et donc, on repère la région parisienne. Il y a toutes les couleurs possibles, parce qu'il y a des gens, tout simplement, qui viennent de plein de régions et qui se mélangent dans cette région-là. Et sinon, on voit des régions plutôt homogènes, avec des gens qui ont déjà un petit peu entendu Panos, Loc, Sens, Ouassing, Toile, Torchon, et je crois que Sens, Bâche, etc. Voilà, des variantes qui sont parfois très circonscrites régionalement. Tous ces mots, on les reconnaît comme pouvant parfaitement être français. Pour certains, on les reconnaît parce qu'on les utilise avec un autre sens, et pour d'autres, on n'a pas de sens, on ne sait pas. On ne connaît pas le sens, mais ça sonne français, donc on peut facilement voir, chercher l'information. Donc la plupart du temps, la diffusion des mots se fait par l'usage, sans autorité régulatrice, d'où la difficulté d'accepter le fait que parfois il y ait des autorités qui s'en mêlent. Les dictionnaires prennent la décision de rapporter un usage, mais c'est toujours délicat à quel moment on va... ce qu'il faut aussi se dire, c'est qu'on ne peut pas faire rentrer tous les mots dans un dictionnaire. C'est impossible, c'est inenvisageable. Et ce n'est même pas intéressant de le faire, parce qu'il y a des mots qui vont être connus par si peu de gens que finalement on n'a pas besoin de les consigner.
on n'aura jamais besoin, soit on les connaît, soit on n'a pas besoin de les connaître. Il y a aussi des mots qui ont une vie très courte, et donc les dictionnaires n'ont même pas le temps de les rapporter et de les noter qu'ils ont déjà disparu. Donc du coup, les dictionnaires ne se pressent pas, et parfois on a l'impression qu'ils sont un peu en retard. De notre côté, c'est un peu ce qu'on leur demande, donc voilà, c'est toujours une tension. Et la décision reste risquée, c'est-à-dire que les dictionnaires vont aussi enlever des mots, pas seulement en introduire. Donc on fait beaucoup de publicité autour des nouveaux mots chaque année des dictionnaires, un peu moins autour des mots qui ont disparu du dictionnaire, parce que les dictionnaires ont décidé qu'ils ne servaient plus et qu'ils restaient pour l'histoire. Il faut des fois consulter l'édition de l'année qui nous intéresse ou de l'époque qui nous intéresse pour trouver les mots, sinon on ne les trouve pas. Les dictionnaires ne créent jamais de mots. C'est quelque chose, par contre, qu'ils ne font pas. Voilà. Alors, on a parlé de changement d'en haut, un petit peu. Donc, soit une autorité qui propose des formes, soit on va imiter des gens qui ont un capital culturel, ou un capital symbolique important et qu'on a envie d'imiter. Et donc, les variantes seront parfois en concurrence, et parfois une variante va remplacer l'autre, etc., par affinité de groupe. Donc, on peut étudier des changements lents, comme ce que je vous ai montré pour la graphie d'un mot. Donc on peut faire ça avec tous les mots de la langue et avec toutes les prononciations, avec les nasales du français, vraiment on peut faire ça à peu près avec tout, que ce soit pour la prononciation, la graphie ou le vocabulaire. Et on peut aussi voir que parfois ces tensions durent longtemps et parfois elles ne sont pas réglées, il y a des mouvements de retour en arrière. Une espèce de, par exemple, pendant très longtemps on avait une variation, un espèce de ou une espèce de, parce que c'est deux logiques très courantes d'accords dans la langue, soit on accorde par le sens, soit on accorde par la proximité, donc des mots qui se touchent, un espèce de quelque chose de masculin, bien sûr, un espèce de, je ne sais pas, de contrat, un espèce de contrat étant masculin. Et donc on va accorder avec contrat parce qu'on n'est pas en train de parler d'espèce, mais on est en train de parler de contrat, ou bien une espèce de contrat. Pourquoi? Parce que une est immédiatement à côté de espèce et que espèce, on peut le percevoir encore comme féminin. Donc ça a été longtemps en concurrence. On trouve un espèce de chez Voltaire, excusez du peu, chez Mauriac, chez Bernanos, chez Pagnol, chez Diderot, voilà. Donc c'était tout à fait normal. À un moment donné, il y a eu un discours normatif qui a préconisé une espèce de, donc uniquement l'accord par proximité, et a déclaré l'autre comme étant incorrect. L'usage n'a pas suivi. Voilà. Donc probablement que assez rapidement, le discours normatif va devoir faire marche arrière et admettre les deux. Vous connaissez, c'est tout un chapitre aussi de l'histoire du français, comment on va faire pour nommer les femmes qui ont commencé à exercer des métiers qui leur étaient interdits pendant des siècles, donc, comme par exemple pharmacienne. Au tout début, on a parlé de femme pharmacien, parce que sinon la pharmacienne, c'était la femme du pharmacien, et donc c'était ambigu. Et donc après un certain temps, il y a eu plus de pharmaciennes que de pharmaciens. Donc la pharmacienne comme femme de pharmacien, ça ne pouvait être que la femme de la pharmacienne, sinon je ne vois pas comment ça aurait pu être la femme d'un pharmacien. Donc ça commence à être ambigu vraiment. Et maintenant on dit pharmacienne de façon tout à fait courante. Ça paraît bizarre de dire femme pharmacien. Il reste encore des gens qui expliquent la règle ancienne de la pharmacienne qui est la femme du pharmacien. Donc voilà, une petite... Mais la deuxième variante est en train de clairement supplanter l'ancienne dans l'usage. Donc clairement, il y a beaucoup plus de gens qui disent une pharmacienne et non pas une femme pharmacien. L'accord aussi, encore l'accord, parce qu'on a parlé il y a 2 ans beaucoup de l'accord de proximité en français, qui était aussi un accord variable. Donc au XVIIe, on pouvait accorder avec le mot le plus proche ou avec le masculin qui l'emporte. À un moment donné, on a cessé d'enseigner la règle de l'accord de proximité, tout simplement. Il n'a jamais été déclaré incorrect, vraiment. Il a toujours été considéré comme sonnant mieux que l'accord au masculin qui l'emporte dans les cas comme celui que je vous ai donné et qui est extrait du mémoire d'une étudiante en master que j'ai dirigée l'année dernière, Myriam Boivin, et qui a trouvé énormément d'exemples comme ça, actuels, où les scripteurs, c'était à l'écrit, donc sur Internet,
on fait des accords de proximité sans s'en rendre compte, comme ici, chant et danse bretonne, par exemple, dans le télégramme de Brest. Donc, si on applique la règle du masculin qui l'emporte, on aurait dû avoir chant et danse breton, parce qu'il n'y a aucun doute, les chants sont aussi bretons, il n'y a pas que la danse, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Et en fait, on trouve très très peu d'exemples sur Internet de chants et danses bretons et beaucoup d'exemples, des milliers de chants et danses bretonnes. Donc accord de proximité, en fait, cet accord est toujours là, il est toujours en concurrence, toujours très facile à mobiliser, simplement il n'est plus enseigné et donc il suffirait de l'enseigner pour qu'il soit immédiatement réactivé. Voilà, ce genre d'exemple. Alors, j'avais prévu de vous faire écouter Jacques Chirac. Attendez juste pour que j'explique pourquoi. Je ne savais pas que ça allait être évidemment lié à l'actualité, donc j'ai quand même décidé de le garder. C'est pour illustrer un exemple de mode, un phénomène de mode en fait, dans le domaine de la phonostylistique. C'est une prononciation qu'on appelle la liaison, qu'on a appelée, Pierre Ancrevet, c'est un linguiste qui l'a appelée comme ça, la liaison sans enchaînement, et dont Jacques Chirac est un champion. Donc pour nous, en phonologie, voilà, il est associé à la liaison sans enchaînement, c'est assez bizarre. En fait, il en produisait énormément. Là où, de manière canonique, on dit que quand on enchaîne les mots en français et qu'on a besoin de faire une pause, on doit produire la consonne de liaison liée à sa syllabe. Donc, par exemple, les erreurs, les doutes, les erreurs. Donc, on doit rattacher le Z à la syllabe qui suit. C'était injuste, si on a besoin de faire une pause. Sinon, on dit c'était injuste. Or, Jacques Chirac produisait très souvent la pause après la consonne de liaison. Et ça faisait partie de son style, ça donnait de l'emphase à sa parole. Donc, on peut écouter quelques extraits concaténés. La France doit affirmer, le chômage est au plus bas depuis un quart de siècle. Depuis un quart de siècle. Il est profondément adapté. Voilà. Et profondément adapté depuis un quart de siècle. Donc voilà, il annonce la consonne de liaison, donc on sait qu'il y a quelque chose qui va arriver et ça crée un effet d'attente, de suspense. Emmanuel Macron semble adopter ce style des fois, c'est assez nouveau parce qu'en fait la liaison facultative était globalement un peu passée de mode en fait. On l'entendait de moins en moins, elle est en train de revenir et on l'entend de plus en plus de manière générale, la liaison facultative en français dans la parole des journalistes et aussi des personnalités politiques. Et on commence à entendre dans la parole d'Emmanuel Macron, je ne sais pas s'il est au courant et si c'est quelque chose de recherché ou bien par diffusion inconsciente d'un modèle qu'il écoute souvent, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'entends des fois des exemples de liaisons produites sans enchaînement. Et j'en ai un très récent du discours de l'ONU qui a eu lieu il y a un jour ou deux, donc très très récent, si on peut l'avoir. L'avenir est, là aussi, dans la construction... Voilà, pardon. L'avenir est là aussi. Alors, j'avoue, c'est un peu... c'est pas très gentil comme choix d'exemple, mais ça fait partie des risques de la liaison sans enchaînement. Il annonce une consonne de liaison et derrière, il n'y a pas de voyelle. C'est embêtant. Et j'ai laissé la suite parce qu'on aurait pu dire qu'il anticipait, on peut se dire, l'avenir est à quelque chose. Et non, l'avenir est, là aussi, dans. Donc, à aucun moment, il n'y a une voyelle qui arrive. Et donc, en fait, on n'avait pas besoin de consonne de liaison ici. Mais on a quand même ce style et ce phénomène qui est assez intéressant et qui est clairement un phénomène de mode. Donc, ça peut parfois se diffuser comme ça, comme une traînée de poudre. Et il y avait des gens qui imitaient Jacques Chirac à son époque et qui en produisaient. Et puis après, quand il a quitté la scène politique, ça avait complètement disparu comme phénomène. Donc, c'est assez intéressant de le voir apparaître. Je ne sais pas si c'est quelque chose à quoi vous pensez quand vous dites... quand vous demandez comment la langue change. Donc, ça peut être un changement très éphémère. Alors, certains changements sont rapides. Quand ils sont décidés par une autorité, quand la diffusion est assurée par le système scolaire et par les médias, ça peut arriver. Certains exemples sont brusques. Sont vraiment, on peut les remarquer presque du jour au lendemain. D'autres sont très lents. C'est les exemples que j'ai pris un peu au début. Et pour finir, j'ai pris un exemple type de changement brusque
rapide et qui fait beaucoup débat, c'est l'orthographe. Donc, j'ai déjà donné quelques exemples de différents dictionnaires de l'Académie, des époques où l'Académie se chargeait de proposer les changements orthographiques et donc à un moment donné, les usages suivaient parce que les médias suivaient et parce que les imprimeurs suivaient aussi. Donc petit à petit, en gros, ça prenait une génération, en général, une réforme de l'orthographe. Et actuellement, on est un peu en panne. Donc les changements de l'orthographe qui ont toujours eu lieu depuis que le français existe, ne peuvent plus tellement avoir lieu parce qu'on n'a plus accès à l'histoire de la langue, on n'a plus cette information partagée, donc on n'a plus même la connaissance du fait que l'orthographe n'a pas arrêté de changer. Et donc, à chaque fois qu'on veut toucher à quoi que ce soit, il y a une levée de bouclier comme celle que j'ai reproduite ici, une pétition de 2016, qui a reçu 60 000 signatures quand même, bon c'est pas énorme mais quand même, de gens qui étaient très très fâchés. Et ce qui est remarquable, c'est que sur les 60 000, il y a à peu près le tiers qui ont écrit pourquoi ils signaient, ce qui est plutôt rare pour les pétitions. Les gens sont moins nombreux à dire pourquoi ils signent puis c'est tout. Donc là, c'est pas juste un clic, c'est vraiment des gens qui ont, le tiers, qui ont précisé, et donc qui étaient contre le simple fait de vouloir réformer l'orthographe qui n'avait aucune actualité parce que la réforme en fait était passée en 90, donc c'était simplement le moment où elle passait dans les manuels scolaires. Elle était déjà passée dans les dictionnaires, donc petit à petit, voilà, dans la francophonie, elle se diffuse avec beaucoup de difficultés parce que l'Académie a d'abord été d'accord et ensuite a compris ce qu'elle faisait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. C'est assez impressionnant de voir les discours de 90. Donc d'abord, l'Académie a donné son aval et ensuite, elle a commencé à dire que selon les membres, certains étaient d'accord, d'autres pas d'accord et que finalement, ils ne savaient pas. Donc ça a été un peu compliqué. Et ça donne lieu à chaque fois à ce genre de levée de bouclier, comme celle que vous voyez là. J'ai sélectionné quelques réactions parce qu'elles sont assez typiques et on voit toujours ça. Des gens qui trouvent que c'est compliqué, en fait, de rationaliser l'orthographe alors que tous les changements vont dans le sens de la simplification, donc la rationalisation du système. J'ai mis en rouge les erreurs parce que les gens qui sont très attachés à l'orthographe sont aussi souvent, pas toujours, mais des gens qui font aussi beaucoup d'erreurs d'orthographe, donc il y a quand même énormément d'insécurité aussi par rapport à comment on doit écrire. Donc des gens qui ont signé la pétition parce qu'ils ne veulent pas que ce soit compliqué et des gens qui l'ont signé parce qu'ils ne veulent pas que ce soit simplifié. Bon, après, c'est une honte, sauver notre langue, etc., d'être changé. Enfin, voilà. Les gens sont très inquiets et en fait, on peut se demander quelle est exactement la source de l'inquiétude et comment ça se fait qu'on en arrive à écrire son inquiétude. Voilà. Il y a aussi des gens qui ne font aucune sorte d'erreur et qui font appel à une culture bimillénaire. Ce qui est assez drôle quand on connaît l'histoire de l'orthographe du français, parce que vraiment, bimillénaire, on est très 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 loin du compte. Et les barbares aussi qui arrivent très vite. Et le verbe massacrer qui arrive aussi très souvent dans les textes produits par les gens qui signent. Donc la peur, en fait, que la langue va mourir, qu'elle va être massacrée. Donc un vocabulaire très lié à la mort et au danger. Et en fait, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de confusions en cascade qui sont fortement partagées. On confond une culture et une langue. Donc, on a parfois des discours, y compris de ministres, le ministre actuel de l'Éducation nationale qui confond le français et la langue de la République. Alors qu'il y a des pays francophones qui ne sont pas en République, il ne faut pas aller trop trop loin pour en trouver tout de même. Et donc, on confond une langue et un régime politique, on confond une nation et une langue, on a l'impression qu'une nation ne peut avoir qu'une langue, alors que c'est plutôt la minorité par rapport aux pays du monde. On confond un peu la langue avec son orthographe. C'est pas parce qu'on change l'orthographe qu'on a tout le temps changé que la langue va changer. C'est simplement une convention pour la noter. Donc voilà, des confusions un petit peu en cascade. Parfois, quand on dit que la langue change, finalement, on met derrière des choses très floues et très mal construites. Et très ambigu, et finalement on ne parle pas de la même chose quand on essaie de voir de quoi on parle vraiment. On peut aussi représenter la France comme ça, comme sur cet atlas,
que j'ai reproduit d'un site du CNRS, de mes collègues du laboratoire LIMSI, qui ont enregistré des gens dans toute la France par région qui racontent en fait la même fable, très très brève, dans des façons de parler, soit le français, soit des langues régionales. Il y a un grand nombre de langues qui sont représentées, dont certaines n'ont pas de représentation écrite. Donc c'est aussi pour patrimonialiser, parce qu'il y a un certain nombre de ce qu'on appelait des dialectes ou des patois, donc de langues qui ne disposent pas d'un appareil scolaire et de médias, et donc d'un appareil qui les stabilise et qui leur permet de se diffuser et de s'utiliser dans tous les domaines de la vie d'une société, et qui sont en train de disparaître. Donc voilà, il y a aussi quand on met cette carte-là, du coup, c'est un peu difficile de dire que le français change. Enfin, le français, c'est quoi exactement? Qui, quoi, comment, pourquoi? De quoi parle-t-on exactement? Donc voilà, pour résumer, qui change la langue? Nous, hein. Vous, nous, moi, tout le monde. C'est quand on l'utilise qu'on la change. Si on décide de ne plus la changer, elle disparaît. Là, c'est très clair. Hein. Le danger, c'est de ne plus changer une langue. Donc là, c'est vraiment un constat. On ne transmet plus une langue qui ne s'adapte pas et qu'on ne peut plus changer. On va la contourner. Après, pourquoi on a si peur de continuer à changer la langue? Pourquoi on développe autant d'insécurité linguistique en français? Ça, c'est assez mystérieux. Il n'y a pas de réponse linguistique à ça. C'est sociolinguistique. Donc, c'est vraiment l'histoire des discours qu'on a tenus sur la langue. Et là, je cite un ouvrage récent d'un linguiste québécois, Benoît Melançon, qui a publié Le niveau baisse et autres idées reçues sur la langue. Je vous laisse revoir un de ces exercices que j'ai trouvé vraiment très pertinent. Donc, je vais le faire en licence de lettres, ça marche très bien. Donc voilà des titres d'ouvrages: La crise du français, le massacre de la langue française, Au secours de la langue française, Mort ou renouveau de la langue française et Le français langue morte. Et voilà des années. Est-ce que vous pensez associer un titre et une année quand on vous donne ces titres-là? Puis bien sûr, il va donner la réponse. Et je vais finir ma présentation par un extrait d'un autre livre à une autre époque, 1913, donc plus de 100 ans maintenant avant le moment où je vous parle. C'est un manuel que je vous suggère de consulter si ça vous intéresse, parce qu'il est assez fascinant, écrit par un grand linguiste, grammairien, archéologue, humaniste, et aussi donc un grand intellectuel du début du siècle, et aussi un Dreyfusard, un militant humaniste, un militant féministe aussi, qui est pacifiste, voilà, quelqu'un qui était aussi engagé politiquement, et qui a écrit des manuels à destination des filles, parce qu'à l'époque, les filles étaient à peine admises à l'école et n'avait pas le même enseignement que les garçons, et il trouvait que c'était extrêmement injuste, et donc il a rédigé, lui était agrégé de grammaire, et il a rédigé des manuels de français, de latin et de grec pour les filles, et il les a rédigés sous la forme de lettres, et à chaque fois la lettre était adressée à un prénom féminin, donc là c'était Sidonie pour le français, et il s'adresse à Sidonie en lui disant, en lui expliquant que, par exemple, une réforme de l'orthographe est absolument désirable. Il explique pourquoi, il donne plein d'exemples. L'orthographe que l'Académie nous impose fourmille de difficultés inutiles. Pourquoi écrire honneur avec 2 N et honoré avec un seul? Pourquoi mettre 2 T à carotte et un seul à compote? Etc. etc. C'est très long. Et après, il développe et il dit, concluons donc, ma chère Sidonie, qu'il faudrait écrire photographie, orthographe, téléphone avec des F. Il explique avant pourquoi. Qu'il faudrait n'écrire les lettres doubles que là où on les prononce, comme dans immense, inné, lui prononçait. Assassin, jeunesse, parce que là, ça sert à distinguer du Z. Mais non pas là où on ne les prononce pas, comme dans attraper, tonner. On écrit détonner, donner, on écrit donateur, etc. Concluons tout cela, mais soumettons-nous en attendant des jours meilleurs à l'orthographe adoptée par l'Académie. Quand vous serez grande, donc il s'adresse toujours à Sidonie, intelligente comme vous l'êtes, instruite comme vous le serez, vous ferez de la propagande pour l'orthographe raisonnable, celle qui affranchira les enfants de la nécessité où ils sont d'apprendre l'orthographe déraisonnable de centaines de mots. L'Académie, cette vieille dame peu amie des nouveautés, finira par donner gain de cause aux réformistes. Jusque-là, apprenons et pratiquons l'orthographe qu'elle prescrit, mais ne jugeons pas sévèrement comme on a
la mauvaise habitude de le faire, ceux qui s'en écartent. Et je finis sur une autre citation, on est en 1913, hein, je rappelle, on est en 1913, donc tout ça est en libre accès, vous le trouvez facilement sur Gallica. Et il explique, quand il finit son chapitre sur l'orthographe, donc un peu plus loin dans son livre, c'est encore plus politique, c'est surtout à l'école primaire où les enfants passent si rapidement que l'étude d'une orthographe arbitraire, aggravée par l'abus des dictées, est vraiment funeste. L'enfant, qui doit apprendre à lire, à compter et à écrire l'orthographe de l'académie, n'a plus guère le temps de connaître l'histoire, de faire des lectures qui puissent l'éclairer et élever son esprit. À peine saura-t-il par cœur quelques fables, quelques poésies faciles. On dirait qu'en insistant ainsi sur la nécessité de savoir l'orthographe et en refusant avec obstination de la simplifier, les gardiens attitrés de notre langage aient voulu combattre sournoisement les effets libéraux et libérateurs de l'instruction sur la partie la plus nombreuse et la plus pauvre de la jeunesse. Mais je me tais, Sidonie, un peu plus, je vous parlerai politique. Merci. Merci beaucoup pour vos interventions. Je vais vous demander de toutes les deux peut-être d'aller vous asseoir pour pouvoir répondre aux questions qui peut-être seront nombreuses. Qui souhaite commencer ? Bonsoir et merci beaucoup, c'était vraiment passionnant. Je me pose une question s'agissant de la prononciation du français et je me demande si ce phénomène s'est accéléré depuis la télévision. Oui, forcément. Par rapport à le phénomène, c'est-à-dire quel phénomène ? D'une évolution de la prononciation. Non, alors ce qui s'est accéléré, pas forcément la télévision, mais déjà la radio, enfin les médias nationaux, ce qui s'est accéléré, c'est le mouvement d'homogénéisation des prononciations régionales. C'est ça qui s'est accéléré. En fait, ce qu'on appelle les accents régionaux se rapprochent de plus en plus. Et ils persistent, mais on a des indices qui peuvent nous faire presque avancer l'hypothèse qu'ils vont probablement disparaître, ou en tout cas s'amoindrir. Fortement, pour plein de raisons. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous pensez que l'orthographe inclusive a un avenir ? Qu'est-ce que vous appelez orthographe inclusive ? L'orthographe inclusive, c'est-à-dire mettre les mots à la fois féminin, masculin, rajouter des lettres, des tirets. Ah, uniquement vous parlez des abréviations seulement. Parce que voilà. Ça, c'est une abréviation, donc qui est utilisée dans les textes administratifs comme beaucoup d'autres abréviations. Pour moi, la rédaction inclusive, sur laquelle en fait beaucoup de gens réfléchissent depuis une bonne quarantaine d'années, c'est réfléchir aux représentations déclenchées par un texte. Donc ça a commencé beaucoup par les offres d'emploi, qui étaient souvent rédigées au masculin quand les emplois étaient plus masculins et au féminin quand ils étaient plus féminins. Et ça empêchait la mixité. Donc on a beaucoup réfléchi à ça et c'était les offres d'emploi qui ont d'abord été rédigées de façon mixte, pas forcément, pas avec des abréviations, mais cherche, directeur ou directrice, etc. Donc instituteur, institutrice. Pour moi, enseigner à nouveau la règle de l'accord de proximité fait partie de ce qu'on a appelé l'écriture inclusive, c'est-à-dire réfléchir à la représentation du féminin et du masculin dans la langue française, revenir à l'histoire, voir un petit peu si on peut trouver parfois des ressources dans l'histoire ou bien si on doit inventer des mécanismes qui ressemblent plus à la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Accorder au féminin les noms des métiers quand ils sont exercés par une femme, ça a fait exactement les mêmes débats qu'on a aujourd'hui, mais il y a 40 ans, très très virulent. L'Académie avait d'abord dit qu'il fallait utiliser tous les noms de métiers, tous les titres au masculin, comme ça, juste comme ça, parce que voilà. Sauf si l'usage les avait
imposé, donc il n'y avait pas trop de règles. Et cette année, donc ça a quand même mis 40 ans, cette année, l'Académie a dit oui, bon, bah, c'est bon, on a perdu, on n'a pas eu raison sur ce sujet, donc il faut accorder les titres et les métiers, les noms de métiers avec le genre de la personne qui les exerce. Donc après, forcément, on se rend compte qu'il y a encore des enjeux liés au sexisme, aux inégalités, aux représentations qu'on va activer. Et donc, je trouve que c'est très pertinent de s'adresser. Moi, par exemple, en lettres, il y a beaucoup plus d'étudiantes que d'étudiants. Moi, je m'adresse à mon public avec chères étudiantes et chers étudiants. Par exemple, on n'a pas besoin de faire des abréviations. Les abréviations que vous évoquez, on cherche encore des façons de faire, c'est un chantier avec un tiret, avec un point. C'est des abréviations de la langue administrative. Je ne sais pas si elles vont rester. Je pense que c'est un grand chantier. Mais par contre, les Françaises, c'est Charles de Gaulle qui s'est adressé le premier aux Françaises et Français. Pourquoi? Parce que c'était la première fois que les Françaises votaient. Et donc, c'était quand même intéressant de s'adresser aussi explicitement aux Françaises et de ne pas faire semblant de les inclure vaguement dans les Français. Donc voilà, quand un président de la République, pour l'instant, on n'a eu que des hommes. Je ne peux pas dire un président ou une présidente, mais sinon, je l'aurais dit. Donc, quand un président de la République s'adresse aux Françaises et Français, eh bien, c'est inclusif, parce que c'est préciser, donc mettre en avant le fait qu'il s'adresse à un groupe mixte. Après, mettre des abréviations, notamment dans les formules d'adresse, justement, moi, je trouve que c'est presque désobligeant d'abréger chères étudiantes avec des points, parce que je peux quand même avoir la place d'écrire chères étudiantes et étudiants, enfin d'écrire les deux en développé. Pour les textes administratifs, parfois, ça peut devenir redondant, et donc parfois il y a un besoin d'abréviation qui est encore en chantier. Donc moi, en tant que linguiste, j'observe. Je trouve que c'est très intéressant qu'on s'empare de ces débats. Je vois les tendances. Et je me garderai bien de dire si ça a un avenir ou pas. Mais je pense que les débats sur comment rendre la langue moins sexiste parce qu'elle a été forgée à une époque, pendant des siècles où la société était organisée différemment, était plus sexiste, on aura longtemps ce type de réflexion. On l'aura. Enfin, on a besoin de se forger quelque chose qui nous ressemble plus. Mais après, est-ce que ça passera par des abréviations? Je ne sais pas. Pour l'instant, oui, on les voit se développer beaucoup dans la langue administrative. Non, alors, je vais quand même rectifier. Je crois plutôt que c'est dans tous les écrits syndicaux et féministes, parce que c'est une... Ça vient de là. Oui, c'est une marque vraiment volontaire hein, comment dire, de visibilité. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée parce que c'est une abréviation gênante et que si on veut donner de la place aux femmes, on fait comme vous le dites vous-même, les étudiants et les étudiantes ou les étudiantes et les étudiants. On développe, il n'y a pas de raison, puisqu'on fait une place aux femmes, on leur donne leur nom. Il est vrai que l'Académie française a complètement changé de position il y a très peu de temps, mais le point E, point S n'est pas une rédaction administrative. Je dirais même qu'il y a eu une circulaire du Premier ministre qui a complètement condamné cette pratique pour la rédaction officielle. Donc, parce qu'elle est source d'erreur. L'abréviation point E, point S. Parce qu'on n'a pas encore les outils en fait. C'est un chantier pour moi. Elle ne fonctionne pas bien. Quand on a du mal à apprendre l'orthographe aux enfants, si on leur fait pratiquer cette abréviation, il faut connaître les deux formes développées féminines et plurielles, masculin et singulier et pluriel, pour vraiment savoir comment la pratiquer et comment la lire. Et elle ne se prononce pas. On ne prononce pas ce qu'on écrit, non, ce qui est le contraire au français habituel. Le français fait qu'on prononce entièrement ce que l'on voit écrit. Une abréviation, c'est une abréviation. Hein. Donc, je veux dire, on n'enseigne pas aux enfants les abréviations tout de suite, ça vient un peu plus tard. Et les abréviations qu'ils utilisent à l'écrit, ils les apprennent entre eux, en fait. Ils en utilisent énormément, des abréviations. Donc, on voit d'où vient le besoin. Ça vient du souci d'exprimer de la mixité. Et du fait que parfois les textes sont un peu redondants, si on dit plein de fois par contre dans le texte des étudiantes et les étudiants, c'est vrai qu'on a envie d'abréger. Voilà. Donc elle vient de là. Il y a le masculin générique qui fonctionne quand même pas mal depuis très longtemps dans la langue. C'est vrai qu'il n'est pas juste, mais il fonctionne. Hein.
Voilà. On n'est pas d'accord. Mais ça va évoluer. Non, mais ça va grave. évoluer. Ça va sûrement évoluer. Ça va sûrement évoluer. Il y a une question ici. Oui. Oui, bonsoir. J'ai été très, très intéressée par les deux interventions. Ma question va plus particulièrement à Madame Crouzet-Dora. J'ai bien observé avec intérêt le schéma là, de proposition des termes depuis les groupes de travail jusqu'à la publication au journal officiel. Et alors je m'interroge en quoi l'Académie française a-t-elle quoi que ce soit à dire dans ce circuit? Enfin, en quoi est-elle légitime à intervenir dans la validation des termes proposés par la DGLF-LF? Bon, j'entends bien que tout se passe bien, il y a de l'échange, c'est très démocratique, etc. Mais je ne vois pas du tout en quoi l'Académie française a quoi que ce soit à dire dans cette affaire, donc je serais intéressée d'avoir votre éclairage, puisque je crois qu'à l'Académie française, il y a peu ou pas de linguistes à ma connaissance. Enfin, en tout cas, ce n'est pas dominant dans cette assemblée. Et puis, bon, comme on le sait, ce sont principalement des hommes blancs, conservateurs, voire très misogynes. Voilà, donc je ne comprends pas très bien ce que fait l'Académie française dans ce processus de validation et de création néologique qui, par ailleurs, est très intéressant, très stimulant. Voilà, donc j'aimerais bien avoir un éclairage sur la place de cette assemblée payée sur fonds publics. Alors d'abord, ce n'est pas la délégation à la langue française qui propose les termes. Hein. La délégation qui représente l'État dans ce dispositif, elle le favorise, elle le fait marcher, elle ne se substitue pas aux experts qui sont vraiment le cœur de ce dispositif. C'est un orchestre qui dialogue, mais on part de propositions d'experts qui sont des représentants de la société civile, une multitude. Il y a à peu près, enfin, il y a attendez, que je dise pas de bêtises, plus de 300 experts qui viennent vraiment de tous les laboratoires de recherche, les industries, le privé, le public, etc. Il y a des représentants de l'administration, il y a des linguistes, des traducteurs, des journalistes, voilà. Tout ça, ce sont les groupes d'experts. Ensuite, l'Académie française, elle a été créée pour rédiger un dictionnaire qui a sa place dans l'ensemble des dictionnaires. Il enregistre l'usage le plus consensuel, le plus classique, le plus... alors, sa notion de l'usage, hein, les académiciens disent toujours que l'usage est roi. Oui, mais l'usage, qui décrète l'usage? Qui l'observe? Où est-ce qu'on l'observe? Maria a très bien montré comme c'est difficile de savoir quel est l'usage qu'on va retenir. Il y a quand même l'idée de ce qui va faire le plus consensus, c'est-à-dire l'usage le plus communément accepté. Alors, dans le Larousse et le Robert, on voit bien qu'il y a une course au mot le plus nouveau, à la langue des jeunes, mais en même temps, il ne faut pas se tromper, donc un mot qui va disparaître, ils ne vont pas le retenir, mais ils vont avoir comme argument de vente de coller à une langue très, très moderne, très contemporaine. Et l'Académie va représenter un autre pan qui a son utilité aussi, qui est d'être la gardienne du bon usage. Ça a son charme ou son utilité. Je vous donne un exemple. Les experts décident de traiter le terme digital native. Et on regarde ce que font les Québécois, on cherche sur Internet, on regarde ce qu'il y a dans quelques dictionnaires, et ils proposent pendant très longtemps, non pas de traduire digital par digital, hein, mais par numérique évidemment, et ils proposent natif du numérique. Et la commission d'enregistrement n'est pas contre. Elle envoie cette proposition à l'Académie.
Et là, l'Académie dit, bah, écoutez, non, le sens traditionnel, le plus communément admis pour natif, c'est qu'on est natif d'un pays, mais on n'est pas natif du numérique. Et natif, là, était un calque de l'anglais. Et ils nous proposent un autre terme, enfant du numérique. Donc, ils ont une très bonne idée, ils créent un néologisme. Hein, enfant du numérique, comme on dit enfant de la balle. Voilà, le rôle de l'Académie, par exemple. Et je pourrais vous donner des tas d'autres exemples où l'Académie intervient sur une idée de la langue qui va être celle qui sera la plus partagée. Hein, alors, elle est plan-plan, elle est classique, elle est tout ce que vous voulez. Elle a été aussi à un moment très sexiste et l'Académie a été vraiment en retard sur la féminisation. Ils se sont rattrapés récemment. Très, très en retard, oui, c'est vrai. Mais voilà, le rôle de l'Académie. Oui. Et je voudrais juste dire aussi que le dictionnaire de l'Académie, la 8e édition, la 9e édition n'est pas inachevée, elle est en cours d'achèvement. Elle est disponible sur Internet. Il l'annonce quand même pour 2022, hein, c'est pas parce que les dernières lettres vont aller très vite. Si on devait attendre l'Académie pour avoir des dictionnaires, on attendrait un siècle. Mais il y en a d'autres, justement, il y a d'autres dictionnaires. Enfin, je ne suis pas là pour défendre entièrement l'Académie, mais en principe, en 2022, on devrait voir le bout. Et les prochaines éditions seront directement numérisées. Ça, c'est très intéressant. Donc, la méthode ne sera pas la même. On ne commencera pas par la lettre A pour finir très longtemps après par la lettre Z. Ça procédera autrement. Voilà. Je fais une grande défense de l'Académie aujourd'hui. Bonsoir. Merci beaucoup pour vos interventions. J'ai 2 questions à vous poser. Comment explique-t-on un accord qui pourrait paraître fautif, tel que « on est rentré tard ce soir », le « on » étant un groupe de femmes rentrées et ES? Comment l'expliquer? Deuxième question, comment explique-t-on l'évolution d'un mot tel que, dans sa prononciation, tel que « il a marqué un but », alors que on entendait plutôt « il a marqué un but ». Alors là, c'est des variantes. Enfin, pour il a marqué un but, ça c'est vraiment des mouvements de mode. Ça n'arrête pas de changer dans l'histoire de la langue et c'est très variable aussi selon les régions. On trouve la même chose sur le mois d'août, le mois d'août. Et ça n'arrête d'août aussi. Enfin, bref, ça n'arrête pas de changer. Donc là, pour moi, ça ne relève pas du tout du mécanisme de l'erreur. C'est simplement des variantes en concurrence et des phénomènes de mode. Donc, il n'y en a pas une qui est bonne et l'autre qui n'est pas bonne. Et pour l'accord, par contre, ça a toujours été correct d'accorder aussi au sens pour « on », quand on désigne des femmes, comme ça désigne toujours de l'humain. On accorde au féminin quand le sens est au féminin. Donc là, il n'y a pas d'erreur. On est belle. Oui, voilà, tout à fait. Parce que mais ça, c'est le problème de l'enseignement. Voilà. C'est le problème de l'enseignement de la grammaire scolaire, qui est parfois prescriptive de façon absurde, parce qu'en fait, on n'a jamais dit on est beau quand il s'agit de femmes. Enfin, ça n'a jamais été vrai, en fait. Donc, parfois, on enseigne des règles qui ne sont pas des vraies règles, qui sont des choses, vraiment des inventions qui ne servent qu'à semer l'insécurité linguistique parmi les gens qui pratiquent le français, en fait. Et ça explique un peu le fait qu'on est tout le temps en insécurité, qu'on a toujours peur de faire une erreur, alors que c'est sa propre langue, qu'on la pratique tous les jours, qu'on l'écrit, qu'on est allé à l'école, et on se retrouve quand même avec des adultes qui ont toujours peur de faire des erreurs. On parle de faute. Faute est un mot moral, c'est une connotation morale, donc faute, c'est vraiment quelque chose, on a l'impression que c'est de notre faute, alors que parfois c'est juste des erreurs. On n'utilise pas ce mot aussi culpabilisant pour d'autres phénomènes sociaux. Donc là, c'est vraiment une tradition d'enseignement contre laquelle moi je me bats beaucoup. Enfin, les étudiants en lettres débarquent en fait dans un... Enfin, ils découvrent la linguistique et ils arrivent dans les cours, ils et elles, parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de elles, arrivent dans mes cours de linguistique avec des souvenirs atroces des cours de grammaire du lycée et du collège, en fait. Parce qu'il y a une tradition d'enseignement de la grammaire qui est
qui est prescriptif dans un très très mauvais sens du terme. Et l'académie, je suis désolée, il contribue en donnant des conseils inapplicables et en fournissant des explications absolument farfelues, fantaisistes, impossibles à appliquer, fausses, ou en décalage d'un siècle. Donc voilà, ça contribue pour moi à l'insécurité par rapport à sa propre langue et aussi à des gens, on parle de puristes, je ne sais pas, vous avez dû entendre parler de ce mot, un peu des gens qui disent aimer la langue française et en fait qui aiment un état mort, disparu, obsolète de la langue française, donc qu'on appelle avec Laëlia Véron, on a parlé de passion nécrophilique pour la langue. Parce que vraiment, ils aiment que le français mort, qui n'existe plus, mais en fait, ils détestent le français qui existe aujourd'hui. Donc, c'est vraiment tout un ensemble, c'est une tradition. Mais on peut faire autrement. Et ça, ce n'est pas la grammaire, c'est la façon de l'enseigner uniquement. Est-ce qu'on peut aussi se réjouir quand même de l'attachement des gens en France à leur langue? C'est-à-dire que quand on a eu ce débat il y a 2 ans sur l'écriture inclusive, l'abréviation, c'était extraordinaire quand même, le débat. Tout le monde s'est prononcé, tout le monde se passionnait. Quand on parle d'un supprimer un accent circonflexe, ça fait une révolution. C'est pas mal un pays où on est aussi attaché à sa langue, sans contredire tout ce que tu viens de dire. Je suis entièrement d'accord. Moi, je trouvais ça vraiment jubilatoire. Je suis entièrement d'accord, mais ça fait mal au cœur de voir des gens qui justement s'y intéressent, qui veulent se faire un avis éclairé et qui mobilisent des choses à ce point, enfin une ignorance aussi partagée. C'est un petit peu ce que j'essaie de défendre. C'est dommage, par exemple, qu'on ne montre pas Molière en original. Il suffit d'insérer une page dans les manuels de collège quand on découvre Molière pour simplement avoir dans la tête le fait que la graphie du français a changé tout le temps à travers les siècles. Et il suffit d'avoir une page. Comment ça se fait qu'on découvre ça uniquement quand on choisit de faire des études de lettres? Là, ça fait partie un peu du socle commun, de l'appareil scolaire. Et ça ne coûte pas plus cher. C'est vraiment rien du tout. Donc des fois, c'est vraiment symbolique. Pourquoi ne pas enseigner aux gens un rapport moins crispé à leur langue, alors que justement on a cet élan et ce plaisir de la langue? Pourquoi le faire reposer sur de l'inquiétude, de l'angoisse, de la peur de la faute? C'est un petit peu ça. En tout cas, pour qu'une réforme de l'orthographe soit possible, il faudrait absolument qu'elle commence par être acceptée par l'enseignement et qu'elle soit enseignée, c'est évident. Ce qui rejoint finalement la question de départ sur comment la langue change, il faut des relais, des prescripteurs. Alors je regrette juste une chose, je ne vous ai pas raconté l'histoire d'ordinateur, et elle est tellement emblématique, tellement magnifique qu'elle résume quand même un petit peu la problématique de la façon dont une langue peut changer. Nous, aujourd'hui, on dit tous ordinateur, on a l'impression que c'est un mot simple, voilà, il a bien dû exister depuis toujours. Pas du tout. En 1955, la firme IBM vend des computers partout. Elle crée une nouvelle machine qu'elle appelle au début IBM 650 et elle se dit je peux vendre cette machine partout en Europe, dans tous les autres pays. On a pris le mot computer. En France, le mot anglais ne va pas passer. Il faut qu'on trouve une autre solution. Et au service de communication d'IBM, il y a un jeune homme qui sort tout droit de l'université, de votre université, la Sorbonne, et il dit, écoutez, moi j'ai un prof formidable, on va lui écrire. Il s'appelle Jacques Perret, il est spécialiste de la philologie latine et de la patrologie latine, donc l'histoire des pères de l'Église. Il va nous trouver un mot. Alors, on écrit à monsieur Jacques Perret, et Jacques Perret dit moi, je veux bien vous chercher un mot, mais il faut que vous m'expliquiez ce que c'est que votre machine, parce que j'en ai jamais vu, je ne sais vraiment pas à quoi elle sert. En 1955, personne n'a vu d'ordinateur, évidemment. Et donc, on lui explique que ça fait tout, que ça va mettre tout le monde en lien avec tout le monde, que ça va calculer très vite, etc. Alors, il se gratte la tête pas trop longtemps, et il dit, je vois qu'un mot, Saint-Augustin, quand il parle de Dieu, il l'appelle le Magnus Ordinator. Alors, vous pouvez dire aussi, ordinatrice, choisissez. Et IBM a choisi ordinateur. Et la lettre que Jacques Perret écrit est vraiment un monument de terminologie. On la trouve sur Internet. Il suffit de taper Jacques Perret, PE2RET, le mot ordinateur. Vous trouverez son manuscrit. C'est magnifique. Mais là où ça devient intéressant, c'est, d'accord, IBM crée un mot, mais comment fait-on
pour que le mot se diffuse. À partir du moment où on vend un équipement et qu'on écrit, que l'industriel lui-même écrit dessus que c'est un ordinateur, ça marche tout seul. Donc c'est voilà, en quelques temps, très très vite, tout le monde a dit ordinateur en France. C'est une belle histoire. Oui, je voudrais revenir sur l'orthographe. Bon, c'est un vieux serpent de mer. Hein. Moi, alors ce que j'ai entendu parler d'au moins trois réformes, avec des hurlements à chaque fois. Ouais. Bon, je voudrais quand même qu'on distingue les fautes d'orthographe des fautes de grammaire. Une faute d'orthographe, bon, de donner, donation, pourquoi un N, deux N, on ne sait pas. À la limite, ça ne serait pas très grave. Par contre, quand on écrit donner, EZ, ER ou E accent, ce n'est pas la même chose. Et ça change de sens. Alors les jeunes avec les C, SES, CES, C apostrophe EST et SAIT, je ne vous dis pas. Bon, ça a un sens. Et il faudrait, à mon avis, distinguer ces deux choses-là, la faute d'orthographe de la faute de grammaire. Oui. La faute de grammaire, c'est quand même la structure de la langue et ça change de sens. Hein. Mais là, ça reste. Là, bon. Pour le coup, l'exemple que vous donnez n'est que à l'écrit. Oui. À l'oral, vous n'avez pas besoin de distinguer donner, donner et donner. Oui. Et on se comprend très bien. Donc là aussi, voilà, on a fait le choix d'une orthographe grammaticale. Et pour le coup, ça fait partie des choses qui sont intéressantes à garder parce qu'en enseignant l'orthographe sur ces cas-là, on enseigne la grammaire. Oui, mais si vous voulez, mais c'est pas une faute, ça reste. Ça veut dire qu'à l'oral, il y a des subtilités qu'on peut pas faire et qu'on fait à l'écrit. Et vice versa. C'est ça et vice versa. Bon, d'autre part, je vais revenir sur l'exemple que vous avez donné, chant et danse bretonne. Alors moi, on m'avait appris à l'école qu'on pouvait dire que c'était parfaitement correct. Et moi, pour ne pas avoir de problème, dans ces cas-là, j'écris danse et chant breton. Comme ça, tout le monde est content. Mais vous vous empêchez de... Oui, non, mais je dis ça. Bon, voilà. Il n'y a aucune raison de faire ça. Oui, je suis d'accord, mais il n'y a aucune raison. Non, mais je sais bien. Mais après, comme ça, il y en a toujours comme ça qui vont pinailler en vous disant c'est pas ci, c'est pas ça, c'est machin. Voilà. Comme ça, je suis pas embêté. Ça, ce que vous donnez comme exemple, c'est intéressant parce que c'est un peu ce qu'on apprend à faire aussi enfant et c'est des choses qu'on intègre. Quand on a un problème, on le contourne. On prend un autre mot, on s'empêche, on fait un pâté quand on ne sait pas si l'accent est dans un sens ou dans l'autre, on le met un peu droit comme ça, etc. Enfin, parce qu'on n'a pas les moyens de savoir et voilà, c'est toujours l'insécurité. On va prendre une dernière intervention. Oui. Je voulais revenir sur le fait des anglicismes qui rentrent dans la langue française, notamment en informatique et tout ça. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est dû justement au fait que l'académie ou je ne sais quelle institution, mais je ne sais combien de temps, a proposé un équivalent en français, alors que, comme ça, l'anglicisme a le temps de s'imposer dans la langue française, quoi. Et donc, il faudrait que ces messieurs ou ces dames, je ne sais quoi, de l'académie aillent un peu plus vite pour proposer des équivalents en français, quoi, il me semble. Par exemple, à quel mot pensez-vous nous n'avons pas traité? Non, mais par exemple, je ne sais pas, oui, podcast, courriel, par exemple, bah, c'est arrivé bien tard on disait un mail, ou etc., en informatique. Courriel est arrivé, mais bien sûr, mais beaucoup plus tard, et il y a beaucoup de difficultés à s'imposer dans la langue. Bon, dans l'informatique, il y a beaucoup d'exemples encore, je ne sais pas en tête comme ça, mais il y a beaucoup d'exemples. En tout cas, je vous invite à taper dans France Termes tous les termes anglais liés à l'informatique et vous en trouverez beaucoup qui ont été traités par le dispositif et qui fonctionnent très bien avec des définitions très claires. On apprend beaucoup de choses. Ils sont peu utilisés, c'est ça. Ils sont peu utilisés, c'est ça le problème. Pas tant que ça. Enfin, c'est un autre débat. Mais... Ouais, non, mais il y en a qui ne marchent pas. Enfin, il y en a qui marchent. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Il y en a qui marchent. Il y en a aussi beaucoup qui marchent. Le circuit est trop long et surtout, il n'est pas francophone aussi. On fait des trucs en France, mais la francophonie est beaucoup plus grande que la France. Oui, mais il y a des termes des termes très en usage au Québec qui ne prendraient pas du tout en France. Mais on regarde toujours la solution qui a été trouvée au Québec. On discute avec eux, ils donnent leur avis, ils sont consultés dans le... Oui. Parce que le Québec s'est doté de son propre office de la langue française. Ben, voilà. Si on prend l'espagnol, il ne fonctionne pas du tout de la même manière. C'est aussi une langue internationale avec des académies dans tous les pays hispanophones qui travaillent vraiment ensemble.
Voilà. Alors, on travaille aussi beaucoup avec les langues romanes. On les rencontre dans des réseaux de terminologues. Et c'est très utile parce que on voit qu'une solution qui est trouvée dans une des langues romanes fonctionne très bien dans toute l'ère latine. On va prendre cette fois vraiment la dernière question. Je voudrais bien faire une comparaison. Comment ça se passe pour la langue anglaise? Est-ce qu'il y a une académie? Parce que création, un foisonnement de mots, ça bouge tout le temps en anglais. Comment ça se passe? D'académie. La langue anglaise n'a pas besoin d'académie, mais la langue anglaise a commencé par emprunter à la langue française un nombre de mots absolument colossal. Et nous sommes en train de préparer un vocabulaire de la mode, où évidemment dans le secteur de la mode il y a énormément d'anglicismes, mais il y en a autant. Il y a autant de gallicisme, enfin dans l'anglais qui dit à la mode, décolleté, etc. Depuis très longtemps. En fait, aucune langue n'a besoin d'une académie, en vrai. On n'a pas besoin. Les langues peuvent fonctionner très bien sans académie. Ce qu'il faut, c'est des grammaires et des dictionnaires. Et des dictionnaires. Oui, bien sûr. L'académie fait un dictionnaire, parmi d'autres. Par siècle. Des dictionnaires parmi d'autres. Merci. On va se terminer sur cette controverse, cette question ouverte sur le rôle de l'académie. Tout à fait. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci.